Ces investisseurs ont réalisé des performances extraordinaires au cours de ces dernières décennies. Entre 15 et 20% par an, ces célèbres investisseurs, de par leur sélection d'actions assez minutieuse, ont pu à la fois battre le marché et réaliser des performances extraordinaires. La question que nous pouvons alors nous poser, comment font-ils pour réaliser de telles performances et comment sélectionnent-ils leurs actions pour pouvoir réaliser de meilleures performances que le marché? Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 investisseurs, à la fois leur portefeuille, ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont vendu, et nous allons aussi tenter de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi telle ou telle action dans leur portefeuille. Puis je vais analyser certaines de leurs actions afin que nous puissions voir les secrets et les dessous de leur choix. Le premier investisseur que nous allons découvrir est Terry Smith. J'ai d'ailleurs acheté son livre Investing for Growth qui est très intéressant, donc je t'invite à le lire si tu es intéressé par ce bouquin. Qui est Terry Smith maintenant? Terry Smith est un célèbre investisseur qui possède un fonds d'investissement qui s'appelle le fonds Smith. Quelle est sa performance? Sa performance moyenne depuis 2010 est de 15,1% par an. Voici ce qu'il cite. Ce que nous cherchons à faire avec notre sélection, c'est de se débarrasser des mauvaises entreprises. Nous pensons qu'il existe très peu de bonnes entreprises dans le monde et c'est justement ce qu'il va chercher à faire en étant beaucoup plus sélectif sur sa méthode de sélection. C'est une phrase de son livre que j'ai lu et j'ai souligné plusieurs stratégies. Il y a plusieurs points qu'on peut soulever. Il cherche des entreprises qui ont des solides fondamentaux, des entreprises qui créent réellement de la valeur en générant un retour sur capital élevé en cash et ne pas payer trop cher. Mais maintenant, si tu le veux bien, investisseur, creusons un petit peu plus les dessous du portefeuille de Terry Smith. Premièrement, ce qu'on peut voir, tu vois, ça c'est la performance totale du fonds Smith, tu vois, qu'on avait vu, donc le portfolio. Et donc ce qu'on peut voir, voilà, sur un an, il a réalisé une performance, tu vois, de 20,63%, sur 3 ans, 13,55%, sur 5 ans, 50,92% et sur 10 ans, on a une belle performance, tu vois, de 201,49%. Et donc, si on descend un petit peu plus bas, alors le site que j'utilise, c'est Stock Circle, si tu es intéressé. Là, tu vois, on a la moyenne des métriques utilisées pour toutes les compagnies du portfolio. C'est-à-dire qu'on va chercher avec tous les ratios financiers qu'il va utiliser. En gros, on va prendre toutes les moyennes de toutes les entreprises qu'il a et on va émettre donc une moyenne par rapport au marché, tu vois, compare to markets. Et donc là, on peut voir très clairement, tu vois, que le profit margin, c'est tout simplement la marge bénéficiaire nette. Donc c'est tout simplement la marge nette. On a, tu vois, une moyenne de 23,48% dans son portefeuille. Donc tu vois, lui, il met vraiment l'accent sur les marges nettes. Et donc si on compare par rapport au marché, tu vois que là, si c'est vert, tu vois toutes les petites barres vertes, ça veut dire que, les entreprises qui possèdent au sein de son portefeuille sont largement au-dessus du marché, du coup c'est très bon. Ensuite, tu vois, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est le Return on Investment Capital, donc pour le ROIC. Ici, tu vois, on est à 29,16%, c'est excellent, tu vois, ici pareil. Si on compare par rapport au marché, on est très largement au-dessus. Également, tu vois, si on prend par rapport, est-ce que son portefeuille est cher? En gros, est-ce que son fonds est considéré comme cher par rapport au marché? On peut considérer que non, tu vois, là, il est à 33,06 fois les bénéfices. Du coup, on est plutôt correct ici. Maintenant, tu vas me demander, est-ce que ce fonds bat le S&P 500? Eh bien, quand on va ensuite sur Edge Follow, si tu vas aller voir sur le site également, on peut remarquer, tu vois, que là, la barre en bleu, c'est le S&P 500, d'accord? Et le fonds Smith, tu vois, c'est la barre en rouge. Alors là, comme tu peux le voir, depuis, tu vois, le Q4 2020, non, tu vois, le fonds de Smith actuellement ne bat pas le S&P 500, voire est très largement inférieur. Alors maintenant, on va creuser un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fonds? Et pourquoi est-ce qu'il est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs? En tout cas, en termes de performance par an, il est à 15,1, donc ce qui est quand même extraordinaire depuis 2010. Là, on prend seulement depuis 2020, donc t'imagines que ça peut des fois décaler sur quelques années. Passons désormais sur FinChat pour analyser justement, quelle action possède-t-il au sein de son fonds? Eh bien, ce qu'on peut regarder, c'est que, tu vois, si on descend un peu plus bas, là, tu vois, c'est vraiment agréable, tu vas regarder, tac, 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 là, tu as tout, la pondération, en gros, de toutes ces actions au sein de son portefeuille. Donc là, si on va un peu plus bas,
On remarque que premièrement, tu vois, en termes de pourcentage, la pondération de Microsoft a un poids de 12,50% au sein de son portefeuille. Donc tu vois que c'est très 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 largement au-dessus. Ensuite, on a Meta en deuxième position et on a Stryker Corp. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est d'analyser Microsoft afin de savoir quels sont les ratios, pourquoi est-ce qu'il a intégré dans son portefeuille pour que toi ensuite tu fasses ton propre avis. Avant d'aller plus loin sur l'analyse de Microsoft, je t'invite à laisser ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres analyses des plus grands gérants de portefeuille au monde. Juste avant de passer à l'analyse de Microsoft, on va aller sur un site qui s'appelle Dataroma. Dataroma, en fin de compte, qui permet de voir les achats et les ventes du fonds Terry Smith. Donc tu vois, si on va sur l'activity, l'history, tu vois, donc là on a Q4 2023. Du coup là ce qu'on peut voir, c'est tous les achats et toutes les ventes de ce célèbre investisseur. Donc tu vois là, on voit clairement que c'est Fortinet en gros où il y a un achat massif. Et également, tu vois, Audity Tech et Automatic Data Processing. Et en fait, avec ce site-là, tu vois, avec Dataroma, le but c'est pas qu'on analyse toutes les actions qu'il a achetées. Mais c'est qu'on voit, tu vois, c'est que je te présente un outil qui te permet de suivre ce qu'il achète et ce qu'il vend. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, il faut bien faire attention, il ne faut pas copier-coller bêtement ce qu'il achète. Tu vois, ici on a buy et ce qu'il vend également, il ne faut pas copier-coller bêtement. Il faut bien sûr qu'en parallèle, tu fasses ta propre analyse, c'est très important. Donc tu vois, achat. Ici, tu as vente, etc. Et donc, tu peux voir tout ce qu'il vend. Alors là, tu vois, il réduit très légèrement. En fait, je pense qu'il prend des profits, tu vois, sur toutes les entreprises qu'il a achetées. Et ici, on peut voir, tu vois, tout ce qu'il a renforcé. Passons justement maintenant à l'analyse de Microsoft afin de savoir pourquoi est-ce que cette entreprise est en pole position au sein de son portefeuille. On peut voir très clairement, alors là, je reprends ma petite feuille de suivi. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la croissance du chiffre d'affaires. On peut voir que Microsoft, je pense qu'il n'y a rien à dire, tu vois, sur la croissance du chiffre d'affaires. Sur 10 ans, on a une moyenne, tu vois, CAGR, donc un Compound Annual Growth Rate. On est à 10,56%, les revenus sur 5 ans à 13,95%. Et tu vois, si on prend les revenus, tu vois que c'est exponentiel. Donc ici, c'est très très intéressant. Tu vois, en 2019, on était à 125 milliards et on est passé ici en 2023, tu vois, juin 2023, à 211,9 milliards. Et là, voilà, c'est juste extraordinaire. Maintenant, on va voir également ce qui nous intéresse, c'est les résultats nets, bien entendu, le net income. Quand on clique dessus, on voit également, tu vois, une très très belle croissance au niveau du net income. Mais on voit, tu vois, un léger frein entre 2022 et 2023. Mais tu vois, si tu vois, en plus ce qui est intéressant, c'est que tu vois le CAGR aussi également là sur le net income, on est à 17,94% de croissance, tu vois, annualisé environ, tu vois, sur les 5 dernières années, ce qui est assez intéressant en soi. Maintenant, si on va sur le free cash flow, donc tu vois dans cash flow statement, ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est free cash flow juste là. Hop, je replace mon micro, excuse-moi. Ici, on est à, on clique dessus. Et on peut voir également, tu vois, que le free cash flow depuis 2019-2020 n'a cessé d'augmenter. Tiens, attends, je vais juste masquer les revenus. Et hop, pour que tu puisses voir davantage. Voilà, le free cash flow, là, qui augmente. Il y a eu une petite perte ici en 2023. Mais ça, c'est juste un ralentissement. Voilà, peut-être des dépenses en capital qui ont été un peu plus importantes. Mais on voit très clairement que c'est en croissance. Une très bonne croissance du free cash flow. Avec, tu vois, si on regarde le CAGR ici, on est à... non, excuse-moi, on est juste ici, CAGR à 13,40%. Excellent. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les marges. Passons aux marges. Tout simplement affolant, quoi. Les marges, tu vois, 36,27%. Les marges sur free cash flow, on est à 29,64%. C'est-à-dire que par rapport à son chiffre d'affaires, combien est-ce qu'elle arrive à convertir, bien sûr, en free cash flow, combien est-ce qu'elle arrive à garder en free cash flow, c'est plus de quasiment 30%. C'est juste énorme, avec une marge brute, tu vois, 69%. Maintenant, passons au retour sur les capitaux. Par exemple, on va prendre le ROCE. C'est simplement donc l'argent. Comment est-ce que l'entreprise génère de l'argent avec les capitaux apportés par les actionnaires et également avec sa dette. Donc là, on peut voir que c'est relativement
parfait, on est à 27,44%. Pour moi, c'est très largement au-dessus. Ensuite, si on prend le debt to equity, tu vois, on est à 0,47, c'est-à-dire qu'on est endetté à 47% par rapport à ses capitaux propres. C'est très 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 bon. Moi, j'aime toujours rajouter ensuite le debt sur EBITDA. Donc, dette sur EBITDA, on va sur ratio juste ici. On va sur financial, si je ne me trompe pas, financial health. Et on va net EBITDA, donc tu vois on est même, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là l'entreprise, tu vois, si on prend sur juin 2023, hop on clique ici, c'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser toutes ses dettes avec son EBITDA en moins, là c'est immédiatement, c'est-à-dire qu'on est à moins 0,3, c'est-à-dire qu'en moins, immédiatement elle peut rembourser toutes ses dettes. Tu vois, si on était à 1, ça veut dire que l'entreprise, en moins d'un an, elle peut rembourser toutes ses dettes, en un an elle peut rembourser toutes ses dettes. C'est là que ça peut être intéressant pour nous pour suivre la santé de l'entreprise. Ensuite, tu sais que moi, je suis quand même un petit peu friand au niveau des dividendes. Et donc, ce qu'on peut regarder au niveau de la croissance des dividendes, c'est intéressant parce que tu vois, le dividend per share growth, sur 10 ans, on a, tu vois, annualisé une croissance de 10,86%, ce qui nous permet de nous enrichir sur le long terme avec une croissance du rendement in fine et avec un faible payout ratio. Oui, le dividende à l'instant T est assez faible, mais sur la durée, eh bien, on peut générer des très bons rendements si on est suffisamment patient. Alors là, maintenant, tu vas me dire, attends, Sony, tu utilises plein de ratios financiers, mais comment est-ce que tu fais pour évaluer toi-même? Parce que là, ça en fait beaucoup, il y a trop d'informations à prendre. Comment est-ce que tu fais pour mettre des fourchettes et évaluer si justement c'est un bon ROCE, si c'est une bonne marge? Parce que je te dis, là, actuellement, 36%, c'est extraordinaire. Mais comment ensuite, toi, tu fais tes propres recherches pour que tu sois autonome dans la décision de tes achats? Eh bien, tu sais quoi? Je te propose une formation qui est 100% gratuite. Pour y accéder, c'est extrêmement simple. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. C'est le premier lien sur ma chaîne YouTube. Et tu fais s'inscrire à la masterclass. Et tu verras que dans la 3e vidéo, je te présente plus de 24 critères d'analyse sur une action spécifique. Et tu sais quoi? J'achète même cette action en direct avec toi. Pour s'inscrire, c'est simple. Tu cliques sur le bouton s'inscrire à la masterclass. Tu rentres ton email, tu rentres ton prénom. Aucun spam, ne t'inquiète pas. Et en plus de ça, eh bien, tu recevras, donc tu vois, tu as même 3 épisodes de vidéo. Mais si tu es intéressé juste par l'analyse, c'est dans le 3e épisode. Bon, est-ce que je dois présenter ce second investisseur? Passons à Warren Buffett. La performance de son fonds Berkshire Hathaway, si on prend la moyenne, tu vois, de 1965 à 2018, on est à plus 20,5% par an. Et c'est pour ça que c'est l'un des entrepreneurs, j'allais dire, oui, il est entrepreneur, investisseur et aussi chef d'entreprise, eh bien, qui gère le mieux, en tout cas, ses actions. Mieux vaut acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu'une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire. Et donc, comme tu peux voir la stratégie d'investissement de Warren Buffett, lui, il va chercher à investir dans des entreprises de qualité, avec des entreprises avec un fort avantage concurrentiel. Donc, c'est le concept de moat. Et la performance donc, du fonds, tu vois, comme ici, on est sur Stock Circle de Berkshire Hathaway, tu vois, on est à 150% de performance sur 10 ans, avec, tu vois, toujours des marges nettes au-dessus du marché, on est à 20,55, avec un retour, tu vois, sur un ROIC supérieur à 30%, ce qui est au-dessus du marché, encore une fois, un return on equity, pareil, très largement au-dessus du marché. Il y a des ressemblances, tu vois, avec le fonds de Smith. Si on passe maintenant, eh bien, la performance depuis 2020, le Q4 2020 sur le S&P 500, on peut voir que Berkshire Hathaway est au-dessus de la performance du S&P 500, ce qui est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se constitue au sein du portefeuille de Berkshire Hathaway de Warren Buffett? Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est fan d'Apple. En effet, quand tu regardes Apple, ça représente 50% de son portefeuille. Ensuite, on a Bank of America. Ensuite, on a American Express. Bien sûr, sa préférée, Coca-Cola, c'est sa vache à lait, en gros, celle qui distribue le plus de dividendes. D'ailleurs, j'avais calculé par rapport au prix d'achat de Coca-Cola et le rendement sur coût de Warren Buffett, ça se situe aux alentours de 60% par an. Donc, t'imagines le rendement de Coca-Cola, 60%, c'est juste énorme. Et ensuite, on a Chevron en pole position. Qu'est-ce qu'il a acheté? Qu'est-ce qu'il a vendu récemment? Notre Warren Buffett national. Toujours sur Dataroma.
eh ben, on a Sirius XM Holding, c'est une chaîne de radio. Alors là, je ne me demande pas pourquoi, je ne comprends pas et je ne suis pas cette entreprise-là. Même le cours de bourse, tu verras que dans les années 1998 à 2000, elle a explosé. Et ensuite, là, elle fait du surplace depuis 2000, quoi. Donc ça fait un peu peur. Warren Buffett a renforcé Chevron récemment sur le Q4 2023 et également Occidental Petroleum. Il a par contre vendu, tu vois, Reduce 32,44% de Paramount Global et HPQ. Je me rappelle, tu vois, c'est vraiment bizarre parce que HPQ, il avait renforcé il y a quelques mois de ça aussi, enfin il y a quelques années. Et là, il a décidé de revendre une grande partie de ses actions. Lui qui est pourtant un fervent défenseur du long terme, eh bien là, j'ai l'impression, je sais pas, là, je comprends pas pourquoi. Après, il a ses choix, doit avoir aussi ses raisons personnelles. Maintenant, donc, on va analyser, tu t'en doutes bien, l'entreprise Apple parce que ça fait partie de sa tête de liste. Et surtout qu'il nous reste aussi 2 autres investisseurs à présenter. 45% sur la marge brute, tu vois, on a 45%, c'est très très lourd. On a ensuite une marge nette de 26,16% avec là par contre une conversion tu vois sur le free cash flow, c'est-à-dire qu'elle arrive à garder tu vois 27% par rapport à son chiffre d'affaires, c'est énorme la marge sur free cash flow. Ensuite si on va sur la croissance des revenus, on est tu vois sur 10 ans à 8,29%, très correct. On a un ROCE de 43,51% et un ROE de 124%, ce qui est une entreprise qui utilise très bien et qui maîtrise très bien son argent. C'est-à-dire que l'investissement qu'elle fait génère un très haut rendement pour les actionnaires grâce aux capitaux propres qu'elle utilise. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, si on va aller un peu plus en détail, tu vois, sur les revenus. Là, on va sur le chiffre d'affaires, tu vois, ça a bien augmenté. On stagne également, tu vois, sur septembre 2023, un peu comme Microsoft, tu vois. Si on va maintenant sur le net income, ici, on va enlever les revenus. Tu vois, les revenus, par contre, tu vois, le net income, je veux dire, eh bien, ça a bien augmenté également entre septembre 2020 et septembre 2021. Et on a un léger ralentissement sur 2023. Mais pour moi, ça ne remet pas en question l'entreprise. Ça reste un choix personnel, enfin mon avis personnel. Ensuite, si on va sur le cash flow statement, donc si on va sur le free cash flow, le free cash flow également est en croissance exponentielle, va même beaucoup plus vite, je trouve, que son chiffre d'affaires. Donc tu vois, depuis septembre 2020, ça a exponentiel. Et également un ralentissement sur 2023. Maintenant, on va passer sur le debt equity. Donc tu vois que très clairement, par contre, sur le debt equity, c'est une entreprise qui est endettée sur ses capitaux propres, tu vois, à 1,46%. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'amener en pourcentage. Donc ça fait 146% d'endettement. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, tu sais, c'est de regarder aussi le debt equity, afin de savoir en combien de temps est-ce que l'entreprise peut rembourser ses dettes avec son EBITDA. Et donc, toi, tu vas juste ici, donc net to EBITDA. Net EBITDA, tu vois qu'elle peut le rembourser par contre immédiatement également. Donc, ce n'est pas une entreprise qui est tant dans la panade que ça. Elle peut rembourser en tout cas ses dettes immédiatement avec son EBITDA. Si on va maintenant sur le dividende, alors le dividende par contre, la croissance du montant, ça va, c'est pas fou, mais tu vois, sur 10 ans, on est à 8,36 et sur 5 ans, on a 6,15% avec un petit yield de 0,52%. Investisseur suivant, passons à Bill Ackman. Bill Ackman, qui c'est le fondateur et le CEO du fonds Pershing Square Capital Management. Bill, un historique d'investissement remarquable avec des rendements annuels moyens de 17% depuis la création de Pershing Square en 2004. Donc tu vois que depuis 20 ans, il réalise de très bonnes performances. En fouillant un petit peu sur internet, j'ai vu 2 stratégies donc, qui reviennent principalement avec Bill Ackman. Lui, il se concentre, tu verras qu'il a très très peu d'entreprises au sein de son portefeuille, il est vraiment concentré et il vise bien entendu le long terme encore une fois. Donc il y a très peu de turnover au sein de son portefeuille. Turnover, c'est-à-dire d'achat, de revente, d'achat, de revente. Lui, il reste vraiment sur le long. Et justement, c'est ce qui va nous intéresser quand on va regarder le portefeuille de Bill Ackman. Sur 10 ans, il a une performance de 168,12% et on va comparer par rapport au marché.
eh bien, on remarque également, tu vois, qu'il a de hauts rendements sur les capitaux investis. ROA, tu vois, Return on Assets, on est à 11,01. Return on Equity, un peu plus faible, tu vois, on a 12,71. Mais on reste quand même très bien évalué par rapport au marché. Si on va sur les marges nettes, on est aussi bien évalué par rapport au marché. Moi, je vise tout le temps, les marges nettes, tu vois, je veux supérieur à 20%. Donc tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on est à du vert, on n'est pas à du vert foncé, on est sur du vert clair, tu vois. Bon, ok. Passons maintenant à la performance de Bill Ackman par rapport au S&P 500. Est-ce qu'il est performant ou est-ce que le marché, triomphe face à lui? Eh bien, il est largement au-dessus du S&P 500, tu vois, si on prend depuis 2020. Alors, tu vois, c'est toujours en prenant depuis 2020, il faut toujours analyser sur une plus longue période. Mais malheureusement, là, tu vois, sur le site où je suis, la Edgefollow ne propose pas plus d'antécédents, en tout cas sur la performance. C'est dommage. Peut-être qu'il faut passer à l'achat, je ne sais pas. Mais j'ai envie quand même d'utiliser des outils gratuits que tu peux aussi, toi, utiliser. Sinon, ça n'a pas de sens. Surtout si tu souhaites débuter et commencer en bourse. Ensuite, on va maintenant sur les actions. Je t'ai spoil un petit peu du coup sur Pershing Square Capital, donc le fonds de Bill Ackman. On a Chipotle qu'on va analyser du coup en tête d'affiche et on a Restaurant Brands. Et c'est marrant, tu vois, parce qu'on peut voir sur son portefeuille qu'il possède en premier, tu vois, 2 têtes d'affiche sur les restaurants. Il faut savoir que Chipotle mexicain, c'est une chaîne de restauration américaine, mais qui est plus, tu vois, sur une cuisine Tex-Mex. Après, tu vas me demander, Sony, Restaurant Brands, c'est quoi? Eh bien, en un mot, je vais te dire le restaurant que tu connais le plus, Burger King. Et oui, Restaurant Brands, alors, il ne gère pas que Burger King, il y a plusieurs chaînes aussi également de restaurants sur cette action-là, sur cette entreprise. Mais Restaurant Brands possède Burger King. D'ailleurs, dis-moi si tu es en commentaire, si tu es plutôt Burger King ou si tu es plutôt McDonald's en termes de manger et puis en termes surtout d'investissement. Il possède également, donc tu vois, les hôtels Hilton, parce que c'est quand même sa 3e grosse position. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, investisseurs, qu'est-ce qu'il a fait comme achat? Qu'est-ce qu'il a fait comme vente sur Dataroma? Il a acheté récemment, tu vois, sur le Q4 2024. Le Q4, oui, voilà, on va pas aller sur le Q3. Il a donc fait l'acquisition, tu vois, de Howard Hughes. Il a renforcé, tu vois, sur le Q3 2023 Alphabet et il a réduit, tu vois, son exposition à Hilton, Chipotle également, et il a vendu une grande partie de Lowe's. Et donc, tu vois, tu peux retrouver tout ça, l'activity également, si tu veux mélanger les achats et les ventes. Maintenant, on va aller sur l'analyse du restaurant de Chipotles. On va aller sur le chiffre d'affaires, premièrement. Une très belle croissance sur le chiffre d'affaires. Tu vois, si on prend le gross CAGR, les revenus sur 10 ans, c'est 11,87%. Les revenus, tu vois, de moyenne sur 5 ans, 15,2%. Et sur 3 ans, on a 18,15% de croissance. C'est extraordinaire. Tu vois, si on prend maintenant les revenus juste ici, c'est un perfecto. Là, on peut voir, tu vois, qu'en 2019, on était à 5,58 milliards pour arriver en 2023 à 9,8 milliards. Ça a quasiment doublé, presque doublé en tout cas, son chiffre d'affaires, tu vois, en l'espace de 5 ans. C'est excellent. En tout cas, le chiffre d'affaires, il n'y a rien à dire dessus. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est ce qui reste. On va voir le net income, investisseur. Le net income, hop, on enlève les revenus parce que ça cache. Et bien c'est pareil. Tu vois, le net income en 2019, on était à 350 millions. Pour passer ensuite, là on a quasiment fait x 3,5, x 4. On a fait x 4, oui, quasiment, ouais, c'est ça. Depuis 2019, c'est une courbe exponentielle, exactement pareil. Donc je comprends aussi pourquoi cette boîte, tu vois, quand tu vois le cours de cette action, ça n'arrête pas de grimper. Ça n'arrête pas de grimper, même depuis 10 ans, tu vois. C'est une très très belle entreprise. En tout cas, là, les chiffres, la croissance financière y est. On va voir maintenant sur le free cash flow. Eh bien, le free cash flow est également en très bonne croissance. Quand tu vois le CAGR du free cash flow depuis 5 ans, on est à 33,24% de croissance. Excellent. Retournons sur les marges investisseurs. On voit les marges nettes à 12,45%. Ça reste dans la moyenne. Et on a aussi le gross, donc la marge brute à 40,67%. Avec des marges donc sur free cash flow de 12,39%. Si tu es intéressé aussi, j'ai oublié de te dire ça, si tu veux regarder la croissance des marges, tu peux aller dans ratio et tu vas aller dans margin. Et par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est le net profit margin. Et donc là, tu peux voir la croissance des marges
Et là encore, ça nous donne un excellent indicateur. Ce n'est pas un conseil en investissement. Ce que je te donne, pense à faire tes recherches. Mais on voit, tu vois, que la croissance depuis 2019 des marges sont exponentielles. Donc là, c'est une entreprise. Je comprends pourquoi elle évolue en tout cas de ce sens-là. Bon, par contre, elle est assez chère. Elle est à 2670$. Ensuite, on va passer sur le ROCE. Le ROCE qui est à 16,33%. Le ROE pour un Return on Equity à 31,14%. Alors bien sûr, ça, c'est les moyennes en plus sur 5 ans. Tu vois, tu peux bien entendu prendre, tu vois, sur le capital efficiency, c'est-à-dire donc comment est-ce qu'est utilisée l'efficience du capital. On va sur le return on employed et donc là encore, tu vois, tu peux voir que oui, eh bien le ROCE augmente également, tu vois, tout comme la marge nette de cette entreprise-là. Excellent. La santé financière de l'entreprise investisseur. Alors, je vais déjà enlever tout ça parce que ça va nous faire trop de choses après à regarder. Si on regarde maintenant les dettes sur capitaux propres, on peut voir qu'en 2019, tu vois, on était à 170% d'endettement et on est quand même descendu là actuellement à 1,3, donc 130% d'endettement sur ces capitaux propres. C'est très intéressant, on voit qu'il y a une diminution quand même. Maintenant, on va regarder, tu vois, le debt EBITDA, le net debt EBITDA, afin de savoir si l'entreprise peut rembourser ses dettes. En combien d'années est-ce que l'entreprise peut rembourser ses dettes avec son EBITDA? Et on voit là encore une fois que l'entreprise parvient de plus en plus rapidement à payer toutes ses dettes avec son EBITDA. Les indicateurs en tout cas financiers et les indicateurs plutôt de santé nous donnent un très bon signe pour cette entreprise dans le futur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ensuite, passons aux dividendes. Et il n'y a pas de dividendes. Passons au dernier investisseur, c'est Peter Sellern. Peter Sellern a écrit un livre « Seuls les meilleurs gagnent, les 10 règles d'or pour des rendements à long terme avec un risque minime ». Je t'invite vivement à le lire parce que ce livre est très simple à comprendre, très intéressant. Il te dit comment est-ce que lui il sélectionne en tout cas ses actions à dividendes, pas ses actions à dividendes, mais ses actions de qualité. La performance moyenne depuis 2013 du fonds de Sellern qui s'appelle le Sellern Funds, depuis 2013, s'évalue à 12,93%. Peter Sellern, donc lui, il va chercher vraiment des entreprises qu'on appelle de quality growth, capable de générer des performances durables sur le long terme. Et justement, je vais te faire découvrir aussi ces actions au sein de son fonds. Les stratégies d'investissement, donc on a une action de croissance de qualité, on a croissance prévisible des bénéfices et investir sur le long terme. Donc son site, donc tu vois, en plus j'adore, tu vois, ça ressemble un peu au thème Sequoia. Si on voit les informations de performance sur le fonds, donc si on prend le MSCI, là il a pris, tu vois, comme comparaison le MSCI World comparé au Sellern World Growth. On voit très clairement que depuis 2012, tu vois, il se détache totalement de son confrère, notre MSCI World qu'on apprécie tant. Il y a une très belle, tu vois, il y a une surperformance en tout cas du fonds de Sellern World Growth. Alors, tu vas voir que j'ai pas utilisé les mêmes sites. Pourquoi ? Parce que le fonds de Sellern n'est pas répertorié en tout cas sur Dataroma et n'est pas répertorié également sur Stock Circle. Donc c'est pour ça que là, je suis allé directement, tu vois, dans les documents du site. Qui sont mises à disposition. Tu peux retrouver tout ça toi-même. Donc ce qu'on a au niveau de son portefeuille, du poids des différentes pondérations et différentes actions, on a Microsoft, tête d'affiche, on a Mastercard et Cocorico. Regarde un petit peu ce qu'il possède au sein de son fonds, Dassault Systèmes, une entreprise française que nous allons analyser juste après. Et juste avant, investisseur, je te demande encore une fois de laisser ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne de Sequoia pour découvrir d'autres visions d'investissement et d'autres célèbres investisseurs. Analysons toujours sur FinChat, Dassault Systèmes investisseurs. Une très bonne croissance du chiffre d'affaires. Sur 5 ans, tu vois qu'on est à 11,35%. Sur 10 ans, tu vois, on reste sur une croissance très stable du chiffre d'affaires. Si on regarde, tu vois, les revenus, hop, on coche. C'est du perfecto également, tu vois, sans interruption depuis plus de 5 ans. Tu vois, il y a une croissance du chiffre d'affaires. Très bon indicateur. Ensuite, si on va sur le net income investisseur, le net income, hop, je décoche juste ici.
On a un petit ralentissement en 2020 et ensuite on a une très belle croissance au niveau du net income, ce qui nous donne, tu vois, un CAGR, tu vois, environ sur 5 ans, excuse-moi, de 14,31%. Très bon signe, encore une fois, pour l'entreprise. Ensuite, on va passer au free cash flow investisseur. Donc le free cash flow, on reclique sur notre petit onglet et on va dans free cash flow juste ici. Hop! Et donc ce qu'on peut voir, on décoche le net income pour voir un peu plus clair. Le free cash flow a bien augmenté, tu vois, depuis ces 5 dernières années. Un peu moins quand même, tu vois, qu'on est sur une moyenne sur 5 ans de 6,88% annualisé. C'est très correct. Ensuite, on va passer aux marges. Donc les marge nette, excellent. Au niveau par contre, waouh, les marges sur free cash flow, 23,86%. Dassault Systèmes, même les marges brutes Dassault Systèmes, c'est vraiment là, ça me surprend même, tu vois, c'est une entreprise qui fait partie du portefeuille Sequoia, qui fait aussi partie de mon portefeuille, et c'est très intéressant de revoir tout ça, de voir ces marges en tout cas qui se maintiennent sur la durée, c'est très intéressant, avec un ROCE qui est plus faible, mais qui reste quand même correct, un ROCE de 9,84 et un ROE de 12,64%. Moi, ce que j'aimerais bien voir, par contre, c'est la croissance du ROE, parce qu'il a l'air faible. Est-ce qu'il est en croissance ou est-ce qu'il est en décroissance? Alors, on va voir un petit peu. Si on va sur le return, alors le ROCE, moi, je préfère prendre. Et oui, en effet, alors attends, hop, toi, tu t'en vas. 9,6, 6,4, 9,7, 11,9. Et on voit très clairement, tu vois, que depuis 2020, même depuis, tu vois, 2019, on a une croissance, en tout cas, du ROCE. Si on va sur le return on equity, exactement pareil, on a une tendance haussière en tout cas sur le rendement des capitaux qui sont utilisés par l'entreprise. Maintenant, on va aller sur le debt to equity afin de voir la santé tout de même de l'entreprise, savoir si elle est endettée ou pas. Debt to equity et on prend, je me suis trompé, net EBITDA. Alors, oula, il y en a beaucoup, tac, 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 tac. Et donc ce qu'on peut voir, c'est excellent. Encore une fois, on a une tendance baissière sur l'endettement. En tout cas, tu vois, si on prend le net EBITDA, l'entreprise peut rembourser toutes ses dettes avec son EBITDA de plus en plus vite. Et même maintenant, tu vois, c'est incroyable. Elle peut rembourser immédiatement, en tout cas, toutes ses dettes avec son EBITDA. Et on a le debt equity, donc les dettes sur capitaux propres, où là également, tu vois, on était à 100% d'endettement, tu vois, on était à 1, et on est baissé à 90%, 70%, 50% et 40%. Tu vois vraiment qu'il y a une très belle gestion, en tout cas, il y a de moins en moins d'endettement sur cette entreprise, ce qui est extra. Et ensuite, tu vois, si on prend, alors là, tu vois, on n'a pas les données malheureusement sur les dividendes, mais oui, Dassault Systèmes est une boîte qui verse des dividendes de manière croissante également dans le temps. Investisseur, n'oublie pas, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as une formation qui est 100% gratuite. Tu as juste à cliquer sur s'inscrire à la masterclass. Et si tu veux apprendre, eh bien découvrir 24 critères supplémentaires d'analyse et découvrir l'outil que j'utilise pour trouver les meilleures actions et sélectionner des actions qu'on appelle Gold de Sequoia à 20 sur 20, eh bien je t'invite à aller, tu vois, sur ce 3e épisode. Et pour accéder à ce 3e épisode, tu as juste à t'inscrire sur la masterclass. Investisseur, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire afin de savoir si toi tu connais d'autres célèbres investisseurs, d'autres fonds de gestion qui explosent le marché. Je te laisse me dire ça en commentaire. Moi en tout cas, j'espère te revoir très vite sur mon compte Instagram ou sur YouTube. Que la croissance et le rendement soient avec toi. Et surtout, n'oublie pas ça, l'avenir t'appartient. C'était Sony. Ciao.